Bonjour à tous, bienvenue sur Blog Automobile. La nouvelle Toyota Supra est sans conteste la sportive de l'année, celle la plus attendue en 2019. On va vous en parler, ses liens avec BM, son héritage par rapport à la dernière Supra, mais surtout, on va également vous parler d'une qui est sûrement aujourd'hui les plus proches en termes de performance et de fiches techniques. Parler un peu de l'extérieur de cette voiture. Alors on aime, on n'aime pas, on pourra quand même pas dire que Toyota a fait exactement la même chose que BMW, parce qu'on a quand même un style 100% Toyota, 100% japonais, avec déjà une face avant très marquée, les optiques avant qui reprennent sans conteste le concept car FT1. J'ai eu énormément de commentaires de gens qui disaient oui, je trouve que le concept de la FT1 n'est pas assez respecté. En termes de gabarit, c'est vrai qu'on est plus proche par exemple d'une Lexus LC500. Par contre, en termes de style, il y a vraiment tout est respecté au niveau des optiques avant, au niveau du nez surtout qui rappelle un peu la F1. On est un peu sur une forme très pointue. C'est ce qui gêne d'ailleurs beaucoup de personnes. Alors nous en France on a des plaques à l'avant et ça rend l'avant un peu moins massif, c'est mon avis. Le seul défaut qu'il pourrait y avoir quand même, c'est le nombre d'ouïes qui sont factices en fait, qui participent vraiment à l'élégance et à la ligne de cette voiture, à l'agressivité. Mais vous voyez ici, vraiment c'est du plastique plein, il y en a là, il y en a ici. D'ailleurs on se demande pourquoi il y aurait des ouïes ici vu que le moteur est à l'avant. Ça pourrait par exemple participer au refroidissement des freins, mais il n'en est rien. La couleur également participe à la ligne générale de la voiture. D'ailleurs en France on aura 5 couleurs je crois, noir, blanc, gris, rouge et jaune. D'ailleurs quand Toyota m'a demandé vous voulez rouge ou jaune, clairement jaune, et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi. Quelques mots quand même sur l'arrière, c'est certainement ma partie préférée de cette voiture. Là également les optiques arrière respectent le concept FT1. On reprend la typographie du logo Supra d'origine. Là vraiment on ne peut pas se tromper, c'est ce qui plaira vraiment aux amateurs de japonaises. Le petit GR, Gazoo Racing, le nom entier de cette voiture d'ailleurs est Toyota Gazoo Racing Supra. Et le détail ultime, ce qu'on pourrait penser être l'effet stop n'est en fait que l'anti-brouillard, mais je pense qu'il y aura quelques amateurs de tuning qui, via 2-3 câbles, pourront en faire le feu stop, et franchement je trouverais ça sympa. Quelques mots de l'intérieur de la Supra. Bon, forcément, pour ceux qui connaissent BMW, on ne peut vraiment pas faire abstraction de tout ce qui est repris chez BMW. Le sélecteur de la boîte automatique, l'écran et tout le système d'infotainment. On avait même hier, quand j'ai voulu connecter mon téléphone en Bluetooth, une annonce avec marqué BMW système, je ne sais plus quoi. Donc là, franchement, on peut pas vraiment cacher les origines. Mais est-ce un mal? Alors après, au niveau finition, en tout cas, rien à redire. C'est net, il y a du cuir un peu partout, du plastique moussé, rien ne craque, on est vraiment confiné, c'est de qualité. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après les détracteurs diront c'est pas Toyota. Est-ce que Toyota a fait ces 10 dernières années une sportive vraiment par eux-mêmes? À part la Toyota Yaris GRMN, non. La GT86 a été faite en collaboration avec Subaru. Toutes les Supra précédentes ont été faites en collaboration avec d'autres constructeurs, Lotus, Yamaha entre autres. Donc franchement, moi je trouve pas que ce soit une tare, et c'est plutôt intelligent d'avoir pris ce qu'il y avait de bon à prendre sur le marché automobile pour respecter une fiche technique. 50-50 en répartition des masses, 6 en ligne, turbo, 3 litres, soit comme la Supra précédente. Elle n'a pas forcément cédé à la mode des supercars, donc la Nissan GT-R et la Honda NSX qui étaient les prétendantes de l'époque dans les années 90. Elles sont passées à des puissances, des prix, des catégories totalement autres. Celle-ci, on est resté à peu près sur le même cahier des charges que la génération précédente, et c'est pas plus mal. On reste sur une voiture plus abordable avec un look très particulier, très japonais, et qui restera en plus très rare. Les 900 premières pour l'Europe ont déjà toutes été vendues, donc je pense qu'il va falloir attendre un moment avant de pouvoir en retrouver disponible à la vente en tout cas. On va quand même parler un peu du moteur de la Toyota Supra, qui est d'origine BMW. Vous ne l'aurez pas manqué, vous en entendrez encore parler beaucoup. On va essayer de se détacher un peu de ça pour parler de l'héritage de la Supra. L'héritage de la Supra, c'est un 6 cylindres en ligne avec un turbo
Alors, on s'est tourné vers BMW, c'est à peu près, je pense, le seul 6 cylindres en ligne turbo aujourd'hui disponible sur le marché. Et c'est pas un mal, 3 litres de cylindrée, 500 Nm de couple, c'est assez faramineux, et 340 chevaux en puissance. Nous sommes toujours à bord de la Supra. Le soleil a enfin décidé de se lever ici sur les routes champenoises. Et on est sur une petite route qui nous permet vraiment de découvrir la vraie nature de la Supra. Elle pèse quand même, je vous le rappelle, 1510 kg à vide. Donc malgré ses atouts de GT et de sportive, on est quand même bien content quand on trouve des routes assez roulantes, comme c'est le cas ici. Et on a sa petite concurrente sur le marché, l'Alpine qui est juste devant. Pas faire un essai de la nouvelle Toyota Supra sans parler un peu de notre coup de cœur de l'année depuis le Tour Auto, l'Alpine A110. Pourquoi opposer les deux? Parce qu'en termes de performance, on est sur des voitures quand même assez proches et c'est également deux renaissances. La Toyota Supra depuis la MK4 de 1993 ou l'Alpine A110 depuis la mythique berlinette apparue dans les années 60. Techniquement parlant, on est sur le 1,8 litre turbo d'origine Renault qu'on retrouve également sur la Mégane RS et dans une moindre mesure sur l'Espace et la Talisman en version 225 chevaux. Ici, comme vous le savez déjà, il en développe 252 chevaux, associé à une boîte EDC à 7 rapports. On est vraiment sur une voiture au gabarit très compact, une stricte 2 places, à moteur central arrière, propulsion, comme notre Supra, mais on va s'arrêter là pour les points communs. L'autre point commun quand même qu'il peut y avoir, et on ne parle pas techniquement, c'est la polyvalence de cette voiture. Une GT sur autoroute, vous pouvez cruiser en Allemagne à 160-170 km/h dans un confort stupéfiant. C'est également le cas de la Supra. Et sur parcours sinueux, elle peut vraiment se révéler très joueuse, très incisive. Alors on va admettre que l'Alpine a quand même l'avantage sur parcours très sinueux, notamment grâce à son architecture et à son empattement très réduit. Le moteur central arrière permet quand même une tenue de route assez exceptionnelle par rapport à la Toyota Supra qui, elle, a un moteur à l'avant. Elle a une répartition des masses en 50-50, mais sur le sec, il n'y a rien à dire, c'est vraiment l'Alpine A110 qui sera devant. Maintenant, pourquoi les opposer? Eh bien parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le marché des sportives n'est plus ce qu'il était. On n'a plus vraiment énormément de choix dans des sportives abordables, entre guillemets, donc aux alentours de 60 000 €, on va dire. On va retrouver la BMW M2, le Cayman, l'Alpine A110 et la Toyota Supra. Mais on va pas trouver énormément d'autres concurrentes. L'Alpha 4C, elle va être un peu hors catégorie, même si elle se trouve dans le même, pour les mêmes bourses. On est quand même sur une voiture bien plus radicale et bien moins utilisable. Celle-ci, honnêtement, vous pouvez rouler en ville, il y a une très bonne visibilité, elle est très confortable. C'est également le cas pour la Toyota Supra, pour la BMW M2 et également pour le Porsche Cayman. Après, la Porsche Cayman qui faisait cavalier seul depuis quelques années, aujourd'hui, pourrait bien se faire embêter notamment par l'Alpine A110 et c'est le cas depuis 2 ans. Les carnets de commandes sont toujours petits. Quelques mots sur la configuration plutôt originale de notre Alpine A110, ça change un peu du bleu Alpine. On est ici sur une finition légende avec le bleu abyss et surtout les jantes spécifiques. Il y a également un intérieur spécifique à la finition avec des sièges en cuir marron et des surpiqûres bleu ciel. Venez voir un peu. Bienvenue à bord de l'intérieur de l'Alpine A110 que vous connaissez évidemment déjà. On est ici donc sur une version légende avec les sièges confort en cuir marron et avec les surpiqûres bleu Alpine du plus bel effet. Voilà, comme vous pouvez voir, la finition est vraiment excellente malgré tout ce que les détracteurs peuvent dire jusqu'à maintenant sur l'origine Renault de certaines pièces. On a également une finition très sympathique sur la console de bord centrale en carbone brillant. Hop, et on peut voir ici pour le microscopique vide-poche ou porte-téléphone. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de spécial sur cette Alpine. Mais la plus grande différence avec la pure qu'on a eue lors du Tour Auto, donc c'est-à-dire la blanche, c'est la forme des sièges, comme je vous le disais. Ce sont des sièges confort, un peu moins enveloppants, évidemment,
que sur une A110 de série, de base, donc la finition pure, mais elle est censée privilégier le confort et déculper les qualités GT de la 110. Bon, regardez, c'est une voiture qui a 35 000 km pour les détracteurs. Hein. Pas de bruit de plastique, il n'y a pas de bruit de plastique. La finition reste ce qu'elle était, comme la voiture est sortie d'usine. La boîte d'essai, toujours sympathique au maniement. Les palettes, vraiment, là, franchement, on est sur quelque chose de bien plus qualitatif que sur la Supra et surtout de bien plus accessible. On sent qu'on est vraiment sur une voiture dédiée pour le plaisir de conduite, dédiée pour la piste également. On a des vraies palettes fixes, malheureusement, mais qui, franchement, ont une prise en main tout à fait excellente et un confort d'utilisation remarquable. On peut même noter que d'ailleurs en utilisation manuelle, en séquentiel, la voiture est beaucoup moins paresseuse au rétrogradage que ne peut l'être la Supra. Franchement, on sent quand même qu'on est sur une voiture plus dédiée pour la piste, plus vers le plaisir de conduire. Là, j'ai retrouvé mon mode sport, il y a des déflagrations, on entend le moteur juste derrière. Évidemment, on effectue nos essais toujours sur route fermée, comme vous pouvez le voir. On va croiser personne. Quel plaisir de retrouver cette voiture. Le maniement de la boîte est excellent. La voiture a un amortissement que je qualifierais de parfait. C'est également le cas de la Supra, comme on en a parlé précédemment. Elle absorbe sans broncher toutes les imperfections de la route. Je peux vraiment attaquer, taper dans les freins sans que la voiture gigote, ne rebondisse et que je sois vraiment gêné dans mon feeling de direction. Non, franchement, on l'a déjà dit, on le redira encore à chaque fois qu'on aura une A110, mais vraiment en termes de plaisir de conduite, en termes de performance, en termes de voiture dédiée vraiment à la conduite, on va avoir du mal à trouver mieux. Au terme de cet essai sur lequel on aura eu l'occasion d'opposer la Toyota Supra avec l'Alpine A110 qui malgré tout sont bien plus proches qu'on ne le pense. Environ 60 000 € à équipement égal, là on est plus à 65 000 €, un 0 à 100 entre 4 secondes et 4,5 secondes et surtout un esprit GT et très polyvalent. Même sur une voiture de 1,5 tonne, on arrive quand même à prendre beaucoup de plaisir et surtout elle arrive à se transformer en véritable GT, ce qu'est également l'Alpine malgré les... Je vous invite également à retrouver toutes nos impressions sur l'Alpine à travers l'article qui a été publié sur le Tour Auto que nous avons effectué à bord de l'Alpine A110 Pure et de la 110 Légende.